Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des isométries du cube. J'ai eu un scoop en discutant avec mon collègue et ami de longue date, Serge Parmentier, et on discutait, allez savoir pourquoi on est arrivé de fil en aiguille à parler des isométries du cube, alors qu'au départ c'était du small talk, et bon ça reste du small math, et il m'a dit il y a une façon de voir matriciellement ces isométries du cube, et effectivement, je trouve que c'est une preuve expresse, euh, finalement très élégante, qu'on ne voit pas dans la plupart des ouvrages à la disposition de l'agrégation sur les isométries des solides platoniciens, bon, qu'on rencontre en revanche dans la recherche avec les groupes de Weil, ça, oui, c'est indéniable, mais bon, ça vaut le coup d'être noté parce que sous cette forme, c'est assez élémentaire. Alors allons-y. J'appelle C6 le cube parce qu'il a 6 faces qui sont des carrés. Voilà, donc C6. C'est le cube de R3 et je vais le normaliser. Je vais prendre celui dont les sommets c'est plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1. Voilà, donc vous le voyez ici avec les axes X, Y et Z. On a une expression matricielle du groupe, on va dire ce qui est, appelons les choses par leur nom, des isométries qui conservent le cube, des isométries de R3. Ici, vous avez epsilon j qui est égal à plus ou moins 1 pour j allant de 1 à 3. Ça, c'est le symbole de Kronecker, bien connu. Et sigma, c'est S3. Donc, si on enlève le epsilon j, on reconnaît ici une matrice de permutation, de sorte à ce que, comme on a pris j pour les colonnes, cette matrice, c'est la matrice de permutation associée à sigma dans S3 fois une matrice diagonale constituée des epsilon. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Voilà, donc on a une description vraiment agréable, complète, du groupe des isométries du cube. Voilà, donc par exemple, si je prenais sigma égale le 3 cycle 1, 2, 3, epsilon, epsilon 1 c'est 1, epsilon 2 moins 1, epsilon 3 moins 1, voilà la matrice que l'on obtient. Donc on voit qu'on a 48 éléments, parce qu'on va avoir 6 éléments là, c'est-à-dire factoriel 3, et ici 8, c'est-à-dire 2 puissance 3. Voilà. Donc on a, c'est bien connu qu'il y a 48 éléments dans le groupe des isométries du cube, mais on va montrer tout ça. Alors, la preuve est basée sur les 3 axes. Ici, vous avez ces axes de symétrie du cube. Finalement, c'est l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. C'est pour ça qu'on a choisi de normaliser le cube sur ces sommets-là. Alors, la preuve est en 3 points, pratiquement. 1, d'abord, la plus grande distance entre 2 points du cube, c'est 2 racines de 3. Voilà, ici, entre 2 sommets opposés, c'est réalisé sur les grandes diagonales. Voilà, donc c'est le plus grand. Bon, quand on regarde un cube, n'importe qui en est convaincu. Maintenant, si on veut le prouver, on dit que C6 est égal à X, l'ensemble des X dans R3, tel que la norme sup de X est inférieure ou égale à 1. D'accord ? Bon, ça, c'est assez clair. Donc quand on va regarder la distance, alors la distance quadratique maintenant, entre x et y qui sont tous les deux dans le cube, donc tels que les xi et les yi sont tous de valeur absolue inférieure ou égale à 1, donc ici, on a un Pythagore, bon, je regarde la norme au carré, et bien sûr, ça va être inférieur à, ici, ça va être entre 1 et moins 1, donc il va y avoir 2 au carré, 3 fois 2 au carré, donc 3 fois 4, ça fait 12. D'accord ? Donc on va bien avoir ça comme inférieur. Maintenant, c'est bien sûr réalisé. Et à quel moment c'est réalisé ? Uniquement si ici on a 1 ou moins 1, et ici on a l'opposé. Comme ça, on aura 2, et c'est le max. Bon, ça c'est assez simple à voir, et on va avoir finalement la réalisation des grandes diagonales du cube, puisque les YI sont tous opposés aux XI. Voilà. Donc on va avoir toutes ces grandes diagonales, il y en a 4 évidemment, et donc j'affirme maintenant, deuxièmement, que le groupe des isométries du cube
préserve l'ensemble des sommets, l'ensemble des centres des faces et l'ensemble constitué des trois axes, donc les trois axes qui sont en rouge ici. Alors, pourquoi ça préserve l'ensemble des sommets? Puisque c'est un groupe d'isométrie, et du cube, il va envoyer deux éléments du cube de distance maximale vers deux éléments du cube de distance maximale. Donc forcément, il va envoyer une grande diagonale sur une autre grande diagonale. Donc il préserve les grandes diagonales. Déjà, ça, c'est sympathique. Comme maintenant, il préserve les grandes diagonales, et les grandes diagonales, ce sont des segments, comme ce sont les éléments, les isométries sont des éléments du groupe affine, donc envoie donc il y a préservation du barycentre, et donc ça envoie les extrémités d'un segment sur les extrémités d'un segment, ça va envoyer les sommets sur des sommets, parce que les sommets sont, chaque sommet est une extrémité d'une grande diagonale, et chaque extrémité d'une grande diagonale est un sommet. Donc ça, on a tout de suite que les sommets sont préservés, l'ensemble des sommets est préservé par is de C6. Maintenant, je dis que l'ensemble constitué des centres des faces, donc ce qui est dessiné là, et là, il y en a 6, d'accord, le centre des faces, eh bien, c'est encore préservé. Pourquoi? On prend deux sommets distants de 2 racines de 2. Forcément, c'est envoyé sur deux sommets, d'après ce qu'on a vu précédemment, et distant de 2 racines de 2, puisque c'est une isométrie. Maintenant, si on prend deux sommets distants de 2 racines de 2, le milieu va être aussi envoyé sur un milieu de sommet, par préservation des barycentres, distant de 2 racines de 2. Mais les sommets distants de 2 racines de 2, ce sont forcément des sommets qui sont sur une même face. Ça, c'est facile à voir. Donc, les milieux des faces, ici, sont préservés. L'ensemble des milieux, l'ensemble des centres des faces est préservé. Voilà. Maintenant, ça veut dire que nos centres de face, en particulier, il y a les vecteurs de la base canonique. Donc, ça veut dire, par exemple, E1 va être envoyé sur quoi? Soit sur E1 ou moins E1, E2 ou moins E2, E3 ou moins E3. Et pareil pour les autres. Donc, en gros, EJ va être envoyé sur E sigma de J, c'est-à-dire qu'on va permuter, et multiplié par un plus ou moins 1. D'accord? C'est ça qu'on a vu. Voilà. Alors, ça y est, ça nous donne finalement une matrice comme ceci, puisque cette matrice, c'est exactement l'écriture en colonne de cette assignation d'un vecteur de la base canonique vers ce vecteur-là. Donc finalement, ici, on vient de démontrer l'inclusion. Il faudrait démontrer l'inclusion réciproque. Alors d'abord, est-ce que c'est bien des matrices orthogonales? Est-ce que c'est bien des isométries? Oui, parce qu'on sait qu'une permutation, une matrice de permutation, c'est une isométrie, et une matrice diagonale avec des plus ou moins 1, c'est une isométrie. Donc le produit, ça va être une isométrie. Donc pas de problème. Et maintenant, pour voir que ça préserve bien le cube, il suffit de faire un petit calcul, de voir que le point de coordonnées xi a pour image le point de coordonnées epsilon sigma moins 1 de i, x sigma moins 1 de i. Donc là, on voit bien que si la norme ici, infinie des xi, est inférieure à 1, ce qui caractérise le cube, et bien ici, la norme aussi est inférieure à 1. La norme infinie est inférieure à 1. Donc il y a préservation du cube plus isométrie, donc c'est bien une isométrie du cube. On a montré la réciproque, on a montré l'égalité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a prouvé ce théorème qui généralement est un peu plus long à prouver. Et là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'en tirer des conséquences. Oui, on va, comme d'habitude, on va épiloguer. Alors, première chose, ici, on a un ensemble, et ici, on a un ensemble. Voilà. Ici, on a un groupe, mais ici, on n'a pas un groupe. On ne le voit pas comme un groupe.
Alors si on voulait le voir comme un groupe, on se doute bien qu'il y a deux ingrédients, S3 d'abord, qui va se retrouver en fait comme sous-groupe ici, si je prends tous les epsilon i égaux à 1, et les epsilon j égale plus ou moins 1. Voilà. Donc ça c'est un autre groupe, c'est z sur 2z finalement puissance 3. Et ici, il faut en faire un groupe de ces deux groupes. On a deux sous-groupes, et ces deux sous-groupes, on en fait un groupe. Il se trouve que toutes les conditions sont vérifiées pour que ce soit ce qu'on appelle un produit semi-direct. Donc, ça veut dire, en gros, si vous ne connaissez pas les produits semi-directs, cette égalité ici ne s'arrête pas à quelque chose d'ensembliste, mais fournit un isomorphisme entre is de C6 isomorphe à S3, S3 produit semi-direct avec Z sur 2Z au cube. Je vous rappelle que ce que vous pouvez trouver par exemple dans Carnet de voyage en algébrie ou dans Histoire et Denise de groupe de géométrie, chapitre 12, eh bien, c'est que l'approche qu'on a, qui au départ, et c'est vrai, est plus longue, mais elle est liée aux actions de groupe, c'est que is de C6, comme on a vu tout à l'heure, agit sur les 4 grandes diagonales. Et là, on part là-dessus, donc on a du S4, on s'envoie dans S4, mais cette fois-ci, il y a un noyau, et le noyau, c'est l'identité et la symétrie centrale du cube. Donc, on va avoir... le donc est un peu rapide, mais ce groupe, on le voit directement comme S4, produit direct avec Z sur 2Z. Voilà. Alors que là, avec un peu plus de travail, on obtient un produit semi-direct. Un bis, je vais dire, eh bien, c'est que toutes ces preuves vont se généraliser ipso facto en dimension n. C'est-à-dire, là, on était dans R3, on aurait été dans Rn, ça aurait été pareil. Sauf que les grandes diagonales auraient été plus grandes, elles auraient été de norme 2 racines de n. Là, on avait 2 racines de 3, racine de 12. Et là, on aurait 2 racines de n. Bon, ici, d'accord, on aurait aussi, au niveau groupe, que les isométries de l'hypercube en dimension n, parce que là, je peux mettre des plus ou moins 1 partout, j'en mets n comme ça, et je regarde l'enveloppe convexe de ces sommets, et bien là, ça va être isomorphe à Sn, produit semi-direct avec plus ou moins 1 puissance n. Voilà. Maintenant, deuxièmement, justement, on peut passer du cube au tétraèdre et voir à partir du moment où on a l'expression des isométries matricielles, des isométries du cube, on peut retrouver une expression matricielle pour les isométries du tétraèdre. Alors je vais prendre ici mes points, ici je vais en prendre 1 sur 2. D'accord ? Ici je prends des points qui sont disconnectés, un ensemble maximal de points disconnectés par rapport aux arêtes. Donc ça me fait ici un tétraèdre. Alors, si j'oriente ici, là comme ça, x comme ça, y comme ça et z comme ça, c'est pas une orientation standard, mais bon, j'ai fait mon tétraèdre comme ça. Ça, c'est le point, vous voyez, 1, 1, 1. Ça va être le point 1, moins 1, moins 1. Lui, ça va être le point moins 1, 1, moins 1. Et lui, ça va être le point moins 1, moins 1, 1. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que delta 4? C'est l'enveloppe convexe de ces points-là, à condition que le produit des epsilon j soit égal à 1. Ok? Voilà. Donc, on prend une isométrie du cube. Eh bien, si l'on voit ce point sur un autre point du tétraèdre, eh bien, vous voyez bien que il va fixer globalement le tétraèdre et il va donner une isométrie du tétraèdre. Mais si ce point est envoyé sur, par exemple, un de ces 4 points-là qui ne font pas partie des sommets du tétraèdre, alors le tétraèdre sera envoyé sur un deuxième tétraèdre
qui est ici, dont les sommets sont ici. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir la moitié des isométries de ces 6 qui vont envoyer le tétraèdre sur le tétraèdre, et l'autre moitié qui vont envoyer le tétraèdre sur le deuxième tétraèdre inscrit. Bon, ça se voit facilement que ça va se partager en deux, hein, parce que, en fait, on peut dire que is de ces 6 agit sur l'ensemble des deux tétraèdres. Et comme on a une action de groupe, on a un morphisme, on va voir les choses assez joliment. Maintenant, on va obtenir des isométries du tétraèdre. Une sur deux va être une isométrie du tétraèdre. Est-ce qu'on les obtient tous comme ça? Alors d'abord, on va regarder la condition. I sigma epsilon, d'accord, c'est cette matrice-là, hein, que j'appelle I sigma epsilon, d'accord, I sigma epsilon, comme ça. Eh bien, ça préserve le tétraèdre. Ben, j'affirme que si et seulement si, le produit des epsilon ici est égal à 1. Donc, par exemple, on aura 0, moins 1, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ici, on regarde pas sigma, on regarde que le produit des epsilon, et s'il est égal à 1, donc il va préserver le tétraèdre. Bon. Pour la preuve de l'implication, on va supposer que ça préserve le tétraèdre, donc il va préserver les sommets. Donc les sommets ici, au départ, on avait le produit qui est égal à 1, par définition, ça va être envoyé sur des sommets dont le produit nécessairement doit être égal à 1 aussi, puisque ça préserve le tétraèdre. Donc quand on fait le produit, on obtient cette colonne-là, c'est facile à voir, et j'affirme donc que le produit ici, ici vous avez le produit qui est égal à 1, voilà, et ici, il faut que ce produit soit égal à 1. Le produit ici, c'est ce produit-là, c'est égal à 1, ça implique que le produit des epsilon j est égal à 1. Donc là, pas de problème. La réciproque, avec du dénombrement. Parce que vous regardez ici, on vient de montrer que ça, c'était inclus, cet ensemble-là est inclus dans le groupe des isométries du tétraèdre. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y en a 2 fois moins. C'est-à-dire que ici, on prend sigma quelconque, il y en a 6. Maintenant, on compte les epsilon et on voit bien que là, il y en avait 8. Et si on veut que le produit fasse 1, il y en aura 4. Bon, voyez-le avec des morphismes, c'est assez joli, ou alors vous comptez sur vos doigts. Bon, là, c'est encore possible. Alors maintenant, le groupe du tétraèdre, il agit fidèlement sur l'ensemble des sommets, parce que l'ensemble des sommets, ça forme un repère. Si vous fixez un repère, globalement, vous êtes égal à l'identité. Donc il y a une action fidèle sur l'ensemble des sommets, et comme il y a 4 sommets, le cardinal de is de delta 4 est inférieur ou égal à cardinal de S4, qui est égal à 24, qui est égal à 6 fois 4, mais là, il y avait 6 possibilités pour sigma, 4 possibilités ici. Donc, on a le cardinal de lui qui est inférieur au cardinal de lui. D'où l'égalité. Et on obtient, de façon matricielle, clairement, les jolies matrices des isométries du tétraèdre. Ça, c'est assez élégant. Voilà, c'est fini. C'était une discussion avec mon collègue Serge Parmentier. Pourquoi on est arrivé là? Certainement parce qu'on est des passionnés de maths.